c'est toujours dans le domaine africain ou au contraire c'est un petit peu plus vaste? Disons que je suis pluridisciplinaire puisque j'ai plusieurs formations. Je tenais à faire de l'historiographie pour consigner l'histoire contemporaine puisque pendant très longtemps, d'autres personnes en parlaient à notre place et des brèches ont été ouvertes. Il y a une très mauvaise version de la traite et je voulais en fait remettre les pendules. Bonsoir tout le monde. Yo, et puis, on prend la scène, bonsoir. Eh bien, je crois que tout le monde est là pour aussi bien la scène, puisque la commencé avec M. Côte d'Ivoire, on passe aussi là au là. Sinon, ça nous va souhaiter tout le monde, comme d'habitude, c'est rester à dernier agent parce que nous savons bien là nous sortir. Nous savons là nous faire, mais nous savons là nous sortir. Alors nous allons continuer porter manœuvre pour les découvertes et les racines profondes. Et nous tous savons vraiment où nous y est et où nous gagnons. Merci. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école, faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Voilà. Eh bien, la parole est à M. Lascoli. Bon force. Lorsqu'on parle de la traite négrière et de l'esclavage, que ce soit des Européens, que ce soit des Africains, que ce soit des Américains, que ce soit les Antillais, il y a une erreur fondamentale que les gens commettent. C'est celle de vouloir parler des bateaux et des chaînes. Je serais étonné ce soir, monsieur. Il est important de faire l'inventaire historique de l'Europe et de l'Afrique. Pour connaître la vérité sur la traite transatlantique, nous devons déjà savoir comment vivaient les Européens et comment vivaient les Africains à cette période. À partir du XIVe siècle, je ne vais même pas remonter plus loin. Nous sommes dans le plus grand aéroport des Pays-Bas, Schiphol Airport. Nous nous rendons en Hollande. Lorsqu'on parle de la traite négrière, les spécialistes de la traite négrière ont tendance à parler du Portugal, de l'Espagne, de la France. Mais qu'en est-il de la Hollande? Qu'en est-il de la Suède? Qu'en est-il du Danemark? Ces trois pays ont vendu des nègres pendant plus de 200 ans. C'est les pays qui ont le plus vendu de nègres, si l'on tient compte de la période et de la durée. Les Portugais ont vendu plus d'Africains que n'importe quelle nation européenne. Mais à la seule différence, c'est que les Danois, les Hollandais, les Suédois ont commencé très tôt. Ils ont tellement vendu, ils ont eu tellement d'argent qu'ils ont décidé d'arrêter tôt. Le premier pays à avoir aboli l'esclavage et la traite, c'est le Danemark. Ce n'est ni la France, ni l'Angleterre, ni le Portugal, ni les États-Unis d'Amérique. Commençons par faire, mesdames et messieurs, l'inventaire historique de l'Europe. Voyons comment les Européens vivaient à cette époque. Voyez comment ils se traitaient entre eux. La chasse de l'Inquisition. La guerre de l'Inquisition a lieu à la période où l'esclavage commence. Regardez ce qui s'y passe. La chasse d'Inquisition. La sorcellerie était considérée comme un péché total. Pas seulement la tête, mais tout le corps. Donc c'est sur cette chaise qu'on prenait les Européens qui blasphémaient, on les mettait dessus. Dès qu'on les soupçonnait de sorcellerie, on les attachait sur cette chaise. Et on mettait le feu en bas. Cela s'est passé en Europe. J'aurais pu, mesdames et messieurs, recopier avec un stylo tout ce qui a été écrit. Par rigueur, j'ai préféré filmer et photographier les textes tels qu'ils sont écrits. Ils sont en anglais, en français, en néerlandais. Donc la sorcellerie n'est pas une explicité africaine. La sorcellerie existe également en Europe. Le bûcher. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. On brûlait les Européens. Quand on les soupçonnait de vol d'adultère, on faisait un barbecue humain. On mettait de la ferraille, on mettait du feu en bas, et hop, la grillade. Les textes sont là, je les ai filmés, je les ai photographiés. La pression. Voici la pression. On mettait la tête en bas et on tournait la manivelle. C'était une particularité de la loi anglaise. Nous sommes passés de l'Espagne à l'Allemagne
jusqu'en Angleterre. La ceinture de chasteté. Qu'est-ce que la ceinture de chasteté? Voici la ceinture de chasteté. À quoi servait la ceinture de chasteté? Lorsque les Européens allaient à la conquête, lorsqu'ils allaient se battre, lorsqu'ils allaient en Afrique pour capturer des nègres, pour s'assurer la fidélité de leurs épouses, ils les enfermaient dans cette ceinture. Et ils emmenaient la clé. Ils laissaient à peine un petit trou pour qu'elle puisse courir. Voilà pourquoi les mouvements féministes en Europe. Voilà ce qui était le sort de la femme. Jusqu'au 19e siècle. L'histoire de ces femmes mégébales, emprisonnées dans la ceinture de chasteté par leur époux. C'est les Européens eux-mêmes qui ont écrit. Moi, je n'ai fait que filmer. La décapitation par le glaive ou la hache. Voici donc une lithographie qui montre un Européen qui se fait décapiter par ses propres frères européens. Ça s'est passé en Europe. J'aurais pris des objets, j'aurais pas filmé, on m'aurait dit que j'ai menti. Le violon du cou. Voici un objet de torture qui était réservé aux mauvais musiciens. Lorsqu'ils jouaient des fausses notes, on leur attachait le cou. Donc il fallait mieux connaître son solfège. C'était l'Europe de la période de la traite négrière. Pendant que vos ancêtres étaient dans les plantations, voilà comment les Européens se traitaient entre eux. Les cages, les Européens, avant qu'ils ne construisent des prisons, mettaient les gens dans les cages. Ce ne sont pas des photographies, ce sont des choses que j'ai filmées dans l'obscurité, avec des caméras infrarouges. Nous sommes à la période où les Africains sont déportés dans le Nouveau Monde. On enfermait les gens dans ces cages. Si entre Européens, ils se traitaient comme ça, vous croyez que les nègres allaient y échapper? Que les Africains allaient y échapper? Toutes ces tortures, je les ai retrouvées aux Antilles. Les Européens vont d'abord emmener ces instruments de torture en Afrique. Vont torturer les Africains, après ils vont les emmener aux Antilles. Je les ai retrouvés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Antigua. Le pilori. Voilà un des trucs qui a fait des dégâts, des ravages ici aux Antilles. Mais c'était destiné d'abord aux Européens. Quand un esclave fouillait d'une plantation, on l'attachait au pilori, on lui coupait la jambe. Tout cela a d'abord, et j'ai retrouvé le pilori dans une plantation qui se trouve aux États-Unis, à Salem. Ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Malgré l'hostilité de la nature, malgré les 47 degrés à l'ombre, malgré les moins 5 degrés, vous allez voir le génie africain. Nous allons à Tombouctou, Tombouctou, là où la civilisation est née. Nous sommes dans le Sahel et on n'a pas peur de faire des... Je me rends à Tombouctou pour aller regarder les chefs-d'œuvre de mes ancêtres, Sanraï, Mianka, Dogon, Peul, tous les grands, les Bambara, qui sont tous rassemblés pour bâtir ces grandes cités et distiller la civilisation au monde occidental qui aujourd'hui nous méprise. Yeah! Yes. Grazie. Yes. Allora, come va? Molto bene. Dove va? Ci è piaciuto il Mali? Siamo stati nella terra dei Dogon. Molto bello, abbiamo conosciuto gente molto interessante, molto gentile. Bravissimo. E anche simpatica.
C'est ici qu'on prend le bac pour aller à Tombouctou. Nous allons traverser le fleuve Niger que les Djeli appellent le Djoliba. Et nous sommes arrivés ici hier, c'est-à-dire le samedi 13 décembre 2009 à 19 h, après 9 heures de route. Malheureusement, le bac s'est arrêté à 18 h, donc nous avons passé la nuit à la belle étoile. Et puis nous allons prendre le bac, j'espère, d'ici 1 heure pour pouvoir nous rendre dans la ville mythique de Tombouctou. Et là, il caille, quoi. Donc la température ici est très 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 basse. Et si vous n'avez pas de manteau, ben, c'est la merde. Nous traversons le Djoliba, là, le fleuve Niger, qu'un jeune Écossais a traversé il y a quelques siècles. Il s'appelait Mongo Park. Et là, nous allons le traverser à la manière africaine. Voilà. Voilà. Et donc là, nous nous rendons vers la ville mythique de Tombouctou. Timbuktu. Timbuktu. Timbuktu is the city of Nora. And why is that? Because Timbuktu before was the cradle of Africans, before any kind of people here in Timbuktu. Like American people, European people, they come to meeting here to make a trade. So the Timbuktu people who live in Timbuktu was not the white people, there was the black people. The reason why we say Timbuktu, the city of Nora. This guy is a bilingual. He's an African man who lives in Timbuktu. He can speak French and English also. That means that people of Timbuktu are very clever. This is an example. Nous arrivons au port de Koriomé, port de Tombouctou, fleuve, avant d'atteindre Tombouctou ville. 24 heures de voyage. Pas facile, hein? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Our hotel. Tama, oui. Oui, donc nous sommes devant la grande bibliothèque de la grande mosquée Djinguereber de Tombouctou. Nous allons visiter les plus vieux manuscrits de la ville. Assalamu alaikum. Oui, ce livre, c'est le plus vieux manuscrit de la bibliothèque, parce que au XIIIe siècle, avec la domination des Marocains, ils ont commencé à amener les manuscrits de Tombouctou chez eux, parce qu'en ce temps, il y avait beaucoup de savants ici. Bonjour, jeune homme. Ça va? Tu es dans quelle classe? Moi, je suis en 6e année, à l'école Madrasa. Donc tu es dans une école coranique alors? Ouais, c'est. Et qui t'a appris à parler le français? Non, parce que moi, je change les idées avec le touriste, comme ça, parler le français, l'anglais, tout ça. Ouais. Tu parles l'anglais? Ouais. Tu peux parler en anglais? Hein? C'est. Alors vas-y. So what is your name? My name is Lasconi. So nice to meet you. So me, my name is Zanara. You are very clever. Yes, thanks. So what are you doing right now? Me, do you know me? I sell the twerk stuff, like jewelry, like cross, bracelets, and everything for to help my school, for to buy the copybook for my school. So you never been at school? No. Yes, I am just Quran school, madrasa. And you speak English and French at the same time? Yes, and a little bit Spanish and then Tuareg language. You speak Spanish also? Yes, and I speak Arabic language also. So you speak 4 languages? No, I speak 6 languages.
English, French, Arabic, Spanish, and then Tuareg language, and Songhai language. And you never been at school? No. Are you sure? Yes. How old are you? Me? 12. 12? Yeah. Okay, I'm very glad to meet you. Okay, yes. God bless you and I will meet you later. Okay, no problem. Take care. Okay. See you later. Okay, thank you. Yeah. Alors, voici Anara, un jeune de Tombouctou qui parle 6 langues. Il n'a jamais été à l'école et pourtant il n'est que dans une école coranique et il parle 6 langues. Et son niveau de l'anglais m'a complètement scié parce que son anglais est limpide comme l'eau. Je comprends pourquoi à Tombouctou, ici, il y a eu des grands savants. Ça, ce sont les descendants, les restes de la grandeur de cette ville. Doukouré Djibril, responsable des manuscrits de Centre Mamba de Tombouctou depuis 80 jusqu'à nos jours. De Tombouctou, plus ancien manuscrit, c'est le date de 1204, devenu de l'Espagne musulmane. Deuxième manuscrit, c'est le Coran écrit Égypte, 1241. Ça, c'est l'époque de sujet d'État au Mali. Ici, donc, je suis à Tombouctou. Nous sommes le lundi 14 décembre 2009. Je suis avec un grand érudit qui est le responsable de la bibliothèque et le centre de recherche Ahmad Baba de Tombouctou. Depuis 80. Depuis 1980. Donc, ça fait 29 ans que vous êtes là. Alors, vous allez me parler de ce grand érudit qui fut Ahmad Baba. Qui est Ahmad Baba? Il faut que les nègres du monde entier sachent qui est Ahmad Baba. Merci. C'est Ahmad Baba. Il est grand savant de Tombouctou au XVIe siècle. Il est né ici, il est mort ici. Il a fait son étude avec Ahmad Bagayoro, qui est venu de Con après Djenné, Tombouctou. Ahmad Bagayoro, il était grand savant de Tombouctou, c'est lui qui a donné le cours à Ahmad Baba. Ahmad Baba, il a fait toute son étude à Tombouctou. Son maître, Mohamed Bagayoro. Bon, après, événement marocain, le contre de l'Empire Songhai, Ahmad Baba, il était contre ça là. Il a soulevé des populations contre les Marocains espagnols. Bon, les Marocains, Ahmad Baba, ils sont enchaînés, amenés au Maroc. Il a fait là-bas plus de 12 ans. Hein. Mais Dieu merci, quand il est arrivé au Maroc, il a donné le cours aux Marocains même. Ici, Dieu merci, il est vécu ici jusqu'à, ça va mourir en 1527. Ahmad Baba, il est décédé à Tombouctou ici. Dieu merci, il est grand savant malien qui a été au temps de Shakespeare, de Londres, bon, Montesquieu à Paris, c'est même époque. Ils ont fait beaucoup de livres. Ahmad Baba, il a fait plus de combien de livres? Son manuscrit même plus de 300 manuscrits lui seul. Mais il a fait plus de 60 livres. Hein. Il y a beaucoup de livres Ahmad Baba dans les bibliothèques. Merci, Tombouctou, le 14 décembre, de la bibliothèque Ahmad Baba. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive l'Afrique. Je vous ai toujours dit que Dieu habite ici en Afrique. Vive l'Afrique. Et c'est ces gens qu'on a présentés comme des sauvages. J'ai toujours dit aux spécialistes, s'ils ne connaissent pas l'histoire, qu'ils prennent leur retraite. Ils ne veulent pas m'affronter. Ils savent que j'ai les preuves. Vous ne me verrez jamais à la télé parce qu'ils savent que je vais les envoyer à la retraite. Les Africains disent, même si le cadavre est beau, on finit toujours par l'enterrer. Merci de m'avoir écouté.